Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Kinshasa. Bienvenue dans votre grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Les éléments de la police nationale congolaise ne pourront plus se promener avec certains équipements dont les armes en dehors des heures de service à Kinshasa. Annonce faite ce lundi 3 juin par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, lors d'une causerie morale à l'intention des commandants des unités de la police nouvellement installées. Les élèves finalistes de l'école primaire sur l'ensemble du territoire national vont participer pendant 2 jours, soit le lundi 3 et mardi 4 juin, à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle. Plus de 44 000 finalistes du primaire alignés à l'ENAFEP au Kasaï oriental. Le pasteur Barouti Kassongo, responsable de l'église Barouti Tabernacle, est décédé samedi 1er juin à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans des suites d'un malaise, selon des sources de son église. Personnalité respectée, pasteur Barouti a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce journal le parcours de ces patriarches. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Le président Félix Tshisekedi a reçu le samedi 1er juin 2024 une invitation de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour participer à la conférence sur la forestation et les reboisements qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024. Porteuse de cette invitation, Madame Rosalie Matondo, ministre congolaise de l'économie forestière, a affirmé que ces assises vont porter la préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre les deux pays. Ranta Luyela nous éclaircit. Le président Félix Tshisekedi a reçu une invitation de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour participer à la conférence sur la forestation et le reboisement qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024. Porteuse de cette invitation, Madame Rosalie Matondo, ministre congolaise de l'économie forestière, a révélé que l'échange a également porté sur la préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre les deux pays. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le président Félix Tshisekedi a recommandé que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques de préservation de l'environnement et de la conservation de nos forêts qui sont des enjeux planétaires. Évoquant la question de l'économie forestière, le président Tshisekedi a affirmé devant son hôte que nous devons promouvoir cette économie à travers nos ressources naturelles. Parlons politique à présent. Au sein du gouvernement souminois, Guilani Mbombouizia fait son entrée en tant que vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au gouvernement, un portefeuille occupé jusque-là par la nouvelle première ministre Judith Souminois Toulouka. Guilani Mbo quitte le cabinet après avoir été pendant 3 ans directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques et des reconstructions. La rédaction de Mondico Télévision revient sur quelques défis qui attendent le nouveau ministre du Plan, Guilani Mbo. Suivez. Ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Guilin Nyembo Mbizia.
En effet, une fois aux affaires, après l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale comme ministre du Plan, Guilain Nyembo aura pour mission la poursuite du suivi du projet de développement local des 145 territoires. Le programme de développement des 145 territoires est une initiative politique du chef de l'État Félix Tshisekedi visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. L'année dernière, le Centre de recherche en finances publiques et développement local avait dévoilé son deuxième rapport d'enquête mené entre le mois de mai et août sur l'exécution du programme de développement local des 145 territoires. D'après ces rapports, sur un total de 2143 infrastructures attendues, les agences d'exécution ont livré au gouvernement un total de 311, soit un taux d'exécution de 14,5% en fin août 2023. Dans le même rapport, cette organisation avait déploré le gaspillage des ressources. À l'en croire, aucune école, ni centre de santé ou encore un bâtiment administratif n'a été construit au coût annoncé dans le programme. Face à cette situation, Guilain Nyembo Mbouizia devra avoir un œil attentif sur ses projets et remettre de l'ordre pour faire avancer ces projets dans la bonne direction. Un autre défi qui attend Guilain Nyembo Mbouizia est la finalisation du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 déjà entamé par son prédécesseur Judith Suminwa-Tuluka. Dans un compte-rendu du Conseil des ministres, Judith Suminwa-Tuluka avait révélé que ces documents visent à sortir la RDC de son sentier de croissance actuel et à l'ambition de faire d'elle un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à l'horizon 2030. Tirant les leçons de la mise en œuvre du PNSD 2019-2023, ces nouveaux plans en cours de finalisation introduisent plusieurs innovations. La ministre du Plan avait souligné que le PNSD 2024-2028 a retenu quelques programmes structurants, notamment dans les secteurs agricoles, mines, hydrocarbures, industriels, social, infrastructures, sécuritaires et rurales. Une fois aux affaires, Guilain Nyembo devra reprendre des consultations avec des parties prenantes clés, dont le partenaire technique financier et le ministère impliqué dans le processus de diversification de l'économie nationale. Ces consultations permettront notamment de garantir l'appropriation des priorités nationales planifiées dans le nouveau PNS2 avant sa validation et adoption proprement dite par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, Guilain Nyembo devra se pencher sur la question du recensement de la population. La question figurait parmi les priorités du précédent gouvernement malgré les soucis de mutualiser les différentes opérations, à savoir l'enrôlement des électeurs, l'identification de la population et enfin le recensement de la population. Le gouvernement Samalou Kondé n'a pas pu matérialiser ses projets. L'Institut national de la statistique, sous tutelle du ministère du Plan, qui s'occupera du recensement général de la population et de l'habitat, en vue d'en faire un dénombrement pour faciliter les dirigeants à mieux planifier le développement de la RDC, s'est dit prêt à plusieurs reprises pour réaliser la cartographie pilote, mais faute d'un vrai accompagnement politique, ces projets peinent à se matérialiser. En sa qualité de vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo devra siéger au comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la République démocratique du Congo. Connaissant les secteurs déjà à l'époque où il fut directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et chef de la délégation congolaise lors de la conférence mondiale des Liti en France en 2019, Guilain Nyembo devra tout mettre en œuvre pour renforcer les initiatives de transparence et de redevabilité dans les industries extractives de la République démocratique du Congo. La publication de ces gouvernements intervient près de 5 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, mais aussi près de 2 mois après la nomination de la nouvelle première ministre Judith Suminwa. Ces gouvernements de 54 membres est le fruit de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union sacrée de la nation, famille politique qui a accompagné Félix Tshisekedi lors des élections générales de décembre 2023.
Pendant ces temps, les femmes politiques ont accueilli l'augmentation du nombre de femmes dans les gouvernements souminois. Pour la première fois, une femme a été nommée première ministre en RDC et 17 autres femmes ont été nommées à des postes ministériels dans le gouvernement, soit 31% des membres de l'exécutif. Ces gouvernements n'attendent que son investiture à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. C'est une avancée saluée par les femmes politiques interrogées par nos reporters. Regardez. Le pays est en crise, ce n'était pas le moment d'avoir de telles discussions, de telles compétitions entre nous. On devait tout simplement réduire, le président devait d'autorité réduire ce gouvernement et que nous passions au travail. Quant à la participation des femmes, nous avons enfin passé la barre de 30%, mais notre constitution parle de 50%. J'ai à féliciter les chefs de l'État parce qu'il a eu la volonté. Parce que ce qui manquait au pays, c'était la volonté. Les femmes ont des atouts, les femmes ont des capacités. Et si vous arrivez en province, vous allez constater qu'il y a des femmes qui apportent leurs efforts pour le développement de nos entités. Et aujourd'hui, avec la présence d'une femme à la tête du gouvernement, nous pensons, et toute la population pense qu'il y aura un changement. Je l'ai annoncé dans le titre au cours d'une parade tenue ce lundi 3 juin dans la commune de Lagombe par les commissaires provinciaux de la police nationale, ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a interdit tout port d'armes en dehors des heures de service par les éléments de force de l'ordre. Images et commentaires. Au cours d'une causerie morale tenue ce lundi 3 juin dans la commune de Lagombe, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a interdit le port d'armes en dehors des heures de service par les éléments de force de l'ordre. Nous avons instruit aux policiers non engagés, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas en mission de service officiel, de rester dans leur caserne et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, notamment le ZAR. Mais l'essentiel pour nous est qu'en gros, les commandants ont bien reçu la mission et s'appliquent à ma grande satisfaction, a déclaré dans le communiqué Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Il faut noter que la police nationale et l'armée congolaise veulent renforcer la sécurité au pays après le coup d'État de Joué en mai dernier orchestré par un certain Christian Malanga et ses hommes. Parlons éducation à présent. Début ce lundi 3 juin 2024 de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP en sigle sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, toutes les rues de la capitale étaient décorées en bleu et blanc. Au sortir de l'examen, quelques élèves se sont exprimés au micro de Merveille Loabert. À la fin de cette première journée d'épreuve d'ENAFEP, les finalistes rencontrés sur terrain se sont exprimés par rapport au déroulement de ces épreuves. Bon, l'examen, ça s'est bien passé. Je m'appelle Jean-Christophe Kabaïdi Muzungu. J'étudie à l'Institut Bokoli, le P2. Ça s'était bien passé. Il y avait des difficultés, mais ça va. Les examens se sont très bien passés. Donc, comme je viens de dire, c'était superbe. Bon, il y a toujours des difficultés, mais quand tu es intelligent, il n'y a rien qui est difficile. Bon, je ne suis pas sûre, mais quand même, vous avez fait le mieux. Bon, je leur donne un grand courage qu'ils viennent étudier parce que les études, c'est la vie. Bon, moi, je m'appelle Yanni Lolé Kaspoiden. Nous sommes dans l'Institut Bobokoli. Aujourd'hui, nous avons fait un examen de TENAFEP, d'autres numéros qui étaient un peu difficiles et on a quand même réussi à en faire. Bon, ce que je peux dire, les examens, ça va, mais d'autres, c'était trop difficile, mais il faut seulement continuer. Parce que l'école, c'est la vie. D'autres travaillent un peu pour se montrer là-bas, il faut avoir de l'intelligence aussi. Signalons que, le samedi dernier, quelques centres de passation d'examen étaient situés dans l'agglomération de Kanyabayonga et Bolutoa, en territoire de Lubero, ont été délocalisés dans la commune de Kaina. Cette décision est consécutive aux menaces de réveil du M23 AFC, soutenu par le Rwanda qui tente en vain de conquérir la commune rurale de Kanyabayonga.
Restant toujours dans le même ordre d'idées, 44 274 candidats, dont 21 144 filles, soit 48%, et 23 130 garçons, soit 52%, participent à l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1 au centre de la RDC. Ces épreuves ont été lancées ce lundi 3 juin 2024 par le ministre provincial de l'éducation du Kasaï oriental dans le centre des examens de l'école Benakabongo dans la commune de Dibindi, dans la ville de Mbujimaï. Suivez. En uniforme noir-blanc, les élèves finalistes de l'école primaire en République démocratique du Congo ont pris d'assaut les centres ouverts pour l'examen des fins d'études primaires. C'est l'ambiance qui a régné ce matin à l'école Benakabongo à Mbujimaï, où les lancements de ces épreuves ont eu lieu ce lundi 3 juin matin. 150 centres de passation des épreuves ont été organisés sur toute l'étendue de la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, contrairement à l'année 2023 qui ne comptait que 149 centres pour toute province. Albert Kalandi, l'inspecteur provincial adjoint, a fait savoir que l'effectif a augmenté pendant cette année 2024 parce que la gratuité de l'enseignement est effective au Kasaï central. La province éducationnelle du Kasaï oriental 1 a enregistré au total 44 274 inscrits, dont 21 144 filles, soit 48%. Ces candidats sont répartis dans 150 centres organisés à travers toute notre province. Comparativement à l'édition 2023, on note en 2024 une légère augmentation des effectifs de l'ordre de 2%, soit 724 candidats. En effet, les effectifs sont passés de 43 550 candidats en 2023 à 44 274 en 2024. Dans la même logique, le nombre de centres est passé de 149 à 150. Comme on peut le constater, l'écart n'est pas si grand entre le nombre de garçons et de filles, ce qui est encourageant pour la parité et l'égalité de chances entre les garçons et les filles de notre province. Pour sa part, le ministre provincial de l'éducation de la province du Kasaï oriental, Nico Mwamba, a invité les chefs d'établissement et les inspecteurs à veiller au respect de la gratuité de l'enseignement primaire dans toutes les écoles de leur province. Je profite de cette occasion d'inviter tous les chefs d'établissement, de même que les inspecteurs de politique primaire, à veiller au respect de la gratuité, non seulement de l'école primaire, mais aussi de l'épreuve nationale de fin de cycle primaire, et de dénoncer tout cas d'abus pour de sanctions éventuelles. Aux élèves finalistes du primaire, je vous invite à vous concentrer et à vous faire confiance pour présenter cette épreuve dans une atmosphère sereine, en évitant toute antivaleur susceptible de nuire à votre conduite et application. L'examen national de fin d'études primaires se déroule du lundi 3 au 4 juin 2024, conformément au calendrier scolaire en vigueur de l'année 2023-2024. C'est une évaluation nationale certificative qui se déroule sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Restons toujours en province, cette fois-ci parlons autre chose, l'absence de l'éclairage public dans la ville de Boma, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, favorise l'insécurité. Des cas des vols, d'extorsion et autres braquages sont enregistrés généralement la nuit les longs de tronçons routiers compris entre le camp militaire Tabora et la place Chora, communément appelée Vert-Vert sur la route nationale numéro 1. Les Bomatraciens demandent que les autorités installent l'éclairage public. Images et commentaires.
Situé sur la route nationale numéro 1, l'axe routier compris entre le camp militaire Tabora et la place Choura, communément appelée dénommée Vert-Vert, dans la ville de Boma au Congo central, au sud-ouest de la RDC, est devenu depuis un certain temps le siège de criminels qui se livrent à des actes d'extorsion, des vols et des braquages chez le paisible citoyen et le véhicule. Ces criminels se dissimulent dans les herbes qui longent cet axe routier pour opérer avant de s'évanouir dans la nature, plongeant la population dans l'insécurité totale. C'est ce qui déplore Eric Makwala, chauffeur qui travaille sur cet axe routier. Telle que cette route à partir de 19h, 20h jusqu'à 23h, nous l'évitons à cause de l'obscurité. À partir de 19h, il n'y a plus de circulation. Même nous les motocyclistes et conducteurs de véhicules, c'est très difficile de voir les véhicules circuler sur cette route parce que l'obscurité est très intense de ces côtés. Même si on t'agresse et que tu cries au secours, personne ne viendra te porter secours à cause de l'obscurité car nous savons que l'obscurité attire beaucoup de mauvaises choses. Vendeuse de caillasses sur cet axe routier, Eugénie Ndilou attribue cette insécurité à l'absence de l'éclairage public. Ainsi, elle en appelle à l'intervention de l'autorité urbaine. C'est ce que nous pouvons dire d'important et que l'on puisse nous débroussailler cette route. Si la route est dégagée, ce sera une très bonne chose. Mais tant que la brousse existera, la route sera obstruée. Là, nous ne serons pas au courant de tout ce qui se passe. C'est seulement le matin que nous apprenons la disparition des choses. Mais si la route est dégagée et éclairée, cela nous évitera tout ça. Le milieu où vivent les hommes doit être éclairé. Ces tronçons routiers est d'une importance capitale pour la circulation des personnes et de leurs biens des centres-villes vers certains quartiers populaires de la ville. Aussi pour la circulation des véhicules poids lourds en provenance de port de Matadi vers Kinshasa, la capitale. Sa sécurisation est celle de toute la ville. Restons toujours dans la province du Congo central, évacuation dans la ville de Matadi des véhicules poids lourds et autres véhicules abandonnés sur la voie publique. Cette opération est exécutée par le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, accompagné par les autorités de la police nationale congolaise, du parquet général, le service de l'ANR et autres établissements publics. Diane Bonga nous fait le point. Après un moratoire de plus d'un mois, les autorités de la ville portuaire de Matadi sont passées à l'action. Le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, accompagné de la PNC, le parquet général, l'ANR et autres établissements publics, ont procédé à l'évacuation sur la voie publique des véhicules poids lourds et autres engins abandonnés le long des artères publiques par leurs propriétaires à destination fourrière. Car ces véhicules obstruent la voie publique et empêchent aux usagers de la route de circuler normalement. Pour ces premiers jours, cette opération de 1 mois de durée a concerné le quartier Kinkanda, Nkalankala et RTNC, où certains véhicules ont été détruits pour faciliter leur évacuation à la fourrière. Depuis le 27 février 2024, nous avons signé un communiqué officiel demandant à tous les propriétaires des véhicules poids lourds d'évacuer les véhicules qui traînent sur la voie publique. Les épaves qui ont fait longtemps vont être soumises à la destruction. Aujourd'hui, le 1er juin 2024, plusieurs mois, 4 mois après, alors que les délais étaient de 2 semaines, nous sommes restés très larges, jusqu'à accorder 4 mois pour permettre à tout le monde de prendre des dispositions. Nous aussi, de notre côté, il fallait prendre des dispositions en associant le parquet et tous les services qui sont avec nous pour que le travail se fasse correctement. Maintenant que nous sommes entourés de toutes les proportions, nous avons commencé aujourd'hui à évacuer tous les véhicules qui traînent sur la voie publique et les épaves, nous les découvrons. Nous sommes dans une grande commission constituée du parquet, des grandes instances. Nous avons aussi l'auditorat, les garnisons, nous avons la PCR, nous avons les commandements villes, tous les services d'intelligence sont avec nous. Nous avons commencé aujourd'hui. Vous allez voir les images et nous continuons demain. C'est toute la semaine, c'est tous les mois de juin. Nous allons traquer tous les récalcitrants qui gardent leur vie, qui abandonnent les véhicules sur la voie publique. C'est notre travail, nous allons les continuer. Ceux qui sont prudents, c'est maintenant l'occasion d'évacuer les véhicules qui traînent par-ci par-là. Parce que nous continuons. Nous trouvons les véhicules, nous l'amenons
à la fourrière que nous avons organisée de l'autre côté du pont Maréchal. Cette opération rentre dans le cadre de l'assainissement des artères publiques dans la ville de Matadi. Ouvrons un chapitre des sports dans ce journal. Déjà une médaille d'argent en sambo sportif remportée par Gabriel Mwanda au 18e championnat d'Afrique de sambo qui se déroule au Caire en Égypte. Les léopards de la RDC ont encore la possibilité de remporter d'autres médailles en sambo beach. C'est lundi 3 juin à la clôture de cette compétition prévue à 21h heure de Kinshasa. Laetitia Moulalou pour plus de détails. Pour cette deuxième journée consacrée au sambo sportif, les deux samboïstes congolais prennent part au 18e championnat d'Afrique de la spécialité, sont bel et bien montés sur le tapis pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. International Sibou Stallone, yeah. Dès l'entame, chez le moins de 88 kg, Stallone Sibou n'a pas résisté devant le Nigérian Sabou Aboubakar. Il s'est fait éliminer au premier tour de la compétition. Il a fallu attendre quelques minutes après pour voir l'autre Congolais, le jeune Gabriel Mwanda, sur le tapis, alors qu'on ne lui accordait pas assez de chance à cause de son inexpérience. Mais voilà qu'il va créer la sensation en écartant sur son chemin l'Égyptien Shaban Mahmoud en demi-finale sur le score de 3-1. C'est en finale que Gabriel Mwanda va tomber arme à la main face au Marocain Slimani El Mehdi par 2 points contre 3, se contentant ainsi de la médaille d'argent. Mon directeur technique, c'est qui dit on doit renommer la RDC, c'est ça ce que je fais. La CNBP, c'est du soutien. L'année prochaine, championnat du monde, championnat d'Afrique, national, notre performance à travail pour rapprocher ma médaille d'or. On s'adresse au ministre des Sports. Calabiso, fédération, ma médaille d'or, médaille d'argent. Participation à ma pays, il y a plusieurs athlètes. Mais on a parti qu'à 2 athlètes, on a rappelé une médaille d'argent. L'obit aux a sous la chance à sous qu'il y a une opportunité pour acheter une autre médaille d'or dans Sambo Beach. Donc, ministre des Sports, pour cet arbitre international camerounais, la République démocratique du Congo possède du talent, mais il faut que le gouvernement congolais puisse accompagner cette discipline. Nous avons vu et pu apprécier les athlètes de la RD Congo. Nous allons dire ici les impressions que nous avons, c'est une délégation, elle est venue à petit nombre. Donc nous pouvons donner le conseil à la fédération déjà de continuer à se promouvoir et nous rendre compte au ministère, à la hiérarchie pour qu'ils puissent vous accompagner en grand nombre, effectivement pour soutenir le sambo africain et le sambo mondial. La clôture de ces championnats d'Afrique de sambo intervient ce lundi 3 juin 2024 avec la compétition de Sambo Beach. Parlons à présent du sport roi. La division urbaine des sports de la ville de Kinshasa a officiellement installé le comité de la Ligue de football en salle ville de Kinshasa de l'entente Kin-Ouest et de l'entente Kin-Est. La cérémonie s'est déroulée le samedi 1er juin 2024 au salon présidentiel du stade de Martyrs. Laetitia Moulalou nous en revient avec ses commentaires. Nommé par le Futsal, Fédération congolaise de football en salle, le samedi 1er juin 2024, le comité de la Ligue de football en salle de Kinshasa, de l'entente de Kin-Ouest et de l'entente Kin-Est a été installé par Jean Bosco Mboua et Ngoma, tous représentants de la division urbaine des sports ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, je vous investis en qualité de nouveau dirigeant de la Ligue de futsal de Kinshasa et je vous installe
Le comité de la Ligue de football en salle de Kinshasa, désormais chapeauté par l'ancien international léopard de l'RDC et ancien capitaine de l'ASV Club, Mathieu Tovo Mozande, fixe ses objectifs pour son mandat de 2 ans. On va faire un état de lieu d'abord pour voir comment est-ce qu'on va organiser cette discipline. Est-ce qu'il y a des terrains, des terrains appropriés. On a un mandat de 2 ans provisoire avec une mission bien précise, vulgariser, implanter, organiser cette nouvelle discipline qui est le futsal. La tâche n'est pas facile, mais en tout cas, avec nos capacités, avec l'appui de tout le monde, on saura amener à bon port notre mission. Tovo Mozande, Gelor Kiese et Junior Kouindimbu, un choix judicieux selon le président de cette fédération congolaise de football en salle, Vital Alomba Lokote. La volonté de s'adhérer à une structure doit venir de la personne elle. Et parce que vous avez parlé de l'organisation, on a dit faire le choix sur les personnes que nous avons trouvées intéressantes. Notez qu'en ce qui concerne l'entente de futsal de Kin-Ouest, la destinée de cette entité sportive sera entre les mains de Gelor Kiandimbu et de l'entente Kin-Est entre les mains de Junior Kouindimbu Ngaba. Parlons religion pour terminer. La communauté chrétienne du Congo est en deuil suite à l'annonce du décès du révérend pasteur Baruti Kasongo Léonard, responsable de l'église Baruti Tabernacle, mort survenu le samedi 1er juin 2024 à Montréal, au Canada, des suites d'un malaise à l'âge de 77 ans, croyant d'un message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham dans les années 70. La disparition de ces grands héros de la foi a bouleversé les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Retour sur sa biographie et son sacerdoce avec Enoch Kalonji. Il appelait de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie. À l'annonce de cette nouvelle sinistre de la soirée, des membres de l'église qu'il dirige ont afflué en pleurs vers le lieu de culte situé au quartier Rigeni dans la commune d'Elemba. Léonard Baruti Kasongo Binjad s'était forgé d'une grande réputation en tant que l'un des principaux prédicateurs du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Il était réputé un bon orateur avec ses sermons sensibilisant deux croyants à suivre la voie de Dieu avec perspicacité et profonde de révérence. Il était doté d'un don de miracles et guérison. Ayant connu une vie ordinaire comme plusieurs Congolais, avant de faire la rencontre du message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham, le pasteur Baruti Kasongo avait une force physique extraordinaire. Né à Kinshasa le 24 janvier 1947 dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo, Baruti Kasongo Binjad est fils de Benoît Baruti et Madeleine Mwali Ongala. Originaire de la province du Maniema dans le district du sud Maniema, territoire de Kimbondo, secteur d'Alula, village à Koutou, résidant actuellement au quartier Binza Pigeon sur l'avenue Kokolo numéro 38 dans la commune de Galima. Il est sorti d'une famille de 4 enfants dont l'aîné s'appelait Casimir Baruti Mulumba Kuminga. Il a commencé ses études primaires à l'école Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa jusqu'en 4e primaire. Il a étudié la 5e et la 6e primaire à l'école Saint-Jean-Bosco de la salle où il participait aux différentes messes aux côtés de l'abbé Eugène Moké, décédé Monseigneur. Il a eu à terminer ses études humanités scientifiques en option maths physique à l'Athénée d'Engiringiri. Il a poursuivi ses études supérieures à l'Institut d'enseignement médical actuel cinquantenaire dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. De 1967 à 1968, il a fini son premier cycle comme assistant en pharmacie et en 1969, il obtient son premier baccalauréat en droit à l'université national du Zaïre. Soldat du Christ, il est parmi les premiers croyants du message en République démocratique du Congo et parmi la première génération des serviteurs de Dieu dans le message de l'heure. Il croisa le message de l'heure sous l'époque du Zaïre pendant le règne du feu maréchal Mobutu. Depuis plus de 2 décennies, il dirige l'église Baruti Tabernacle située au quartier Rigeni dans la commune d'Elemba à Kinshasa. Sous son ministère appuyé par l'évangile de Jésus-Christ, il a formé plusieurs pasteurs et a contribué à la conversion de plusieurs âmes à Christ en République démocratique du Congo ainsi que dans le monde entier. Il a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 comme pasteur
pasteur du message du temps de la fin. Les septagénaires étaient également un de vieux croyants du message du temps de la fin en RDC. Jean n'aimait pas Joseph. Même ses propres frères. À cause du don que Dieu lui avait donné. Joseph était certain de Dieu. Il était jeté dans un puits. Il était vendu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Les éléments de la police nationale congolaise ne pourront plus se promener avec certains équipements dont les armes en dehors des heures de service à Kinshasa. Annonce faite ce lundi 3 juin par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, lors d'une causerie morale à l'intention des commandants des unités de la police nouvellement installées. Les élèves finalistes de l'école primaire sur l'ensemble du territoire national vont participer pendant 2 jours, soit le lundi 3 et mardi 4 juin, à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle. Plus de 44 000 finalistes du primaire alignés à l'ENAFEP au Kasaï oriental. Le pasteur Barouti Kassongo, responsable de l'église Barouti Tabernacle, est décédé samedi 1er juin à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans des suites d'un malaise, selon des sources de son église. Personnalité respectée, pasteur Barouti a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce journal le parcours de ces patriarches. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur mondico.tv. Au revoir.